Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'un des portefeuilles des investisseurs les plus puissants au monde, le fonds souverain norvégien. Donc on va aborder son histoire, sa performance actuelle, sa composition et également ce qu'il nous apprend en tant qu'investisseur individuel. Alors je vais commencer par définir ce qu'est un fonds souverain. Donc un fonds souverain, c'est un fonds d'État. C'est un fonds de placement financier, ça peut être des actions, des obligations, de l'immobilier, etc., qui est détenu par un État. Et donc il y a un certain nombre de pays qui disposent comme ça de fonds souverains, parmi lesquels le premier étant d'ailleurs la Chine, en deuxième la Norvège, ensuite les Émirats arabes unis, le Koweït, Singapour, l'Arabie saoudite, Hong Kong, encore Singapour qui a un deuxième fonds, celui-ci créé un petit peu avant le premier, le Qatar, etc., etc. Voilà, donc j'ai choisi de vous présenter la Norvège parce que bon, c'est un fonds sur lequel on trouve quand même pas mal d'informations, c'est la banque d'investissement norvégienne qui le gère en direct. Les informations sont, c'est vrai, plus transparentes que ce que j'ai pu trouver par ailleurs, et notamment sur le premier fonds mondial qui est celui de la Chine. Alors, si on rentre un petit peu plus en détail sur les caractéristiques de ce fonds, donc il a été créé en 1990 et il est alimenté par les revenus pétroliers. Donc c'est un fonds qui avait pour objectif vraiment de lisser les cycles économiques, d'éviter une surchauffe de l'économie nationale et de préserver la richesse pour les générations futures. Donc chronologiquement, la Norvège a commencé à découvrir du pétrole en 1969. Elle a créé ce fonds en 1990 et elle a effectué ses premiers versements à partir de 96. Et aujourd'hui, le fonds pèse 1642 milliards d'euros. Alors on pourrait se dire que c'est énorme, ceci étant, ça représente 2,7 fois le PIB annuel de la Norvège. Donc finalement, au regard de la non-pérennité de leurs ressources en hydrocarbures, c'est relativement peu. Mais ça reste l'un des principaux fonds souverains mondiaux et donc c'est intéressant de voir dans quoi ils investissent et ce dans quoi ils croient. Alors c'est pour ça que je vous ai fait après une petite représentation comment est constitué ce fonds. Donc la valeur du fonds, je vous l'ai dit, hein, c'est 1642 milliards d'euros, donc ça représente 19 580 et quelques milliards de couronnes norvégiennes. La majeure partie de la croissance provient des investissements, mais également d'apports réguliers de l'État et de l'effet de change. Alors, comment sont répartis les actifs? Donc, vous avez 70,6% d'actions, le reste étant divisé en obligations, en immobilier non coté, 1,9%, et en infrastructures renouvelables, sachant que les infrastructures renouvelables, donc majoritairement en Norvège, c'est l'éolien et le solaire. Mais donc on constate ici l'écrasante majorité de la partie action, et la Norvège investit, enfin ce fonds norvégien investit dans environ 8500 entreprises différentes. Et avec en moyenne une participation à hauteur de 1,5% du capital de chaque entreprise, hein, donc c'est quand même vraiment conséquent. Donc ici j'ai repris une capture d'écran du fonds d'investissement qui est géré donc par la banque norvégienne d'investissement. Donc là ils exposent en toute transparence les évolutions annuelles. Donc là on voit en 2024 un rendement qui a atteint 13,1%. Donc c'est un record, hein, c'est 2511 milliards de couronnes. Au premier semestre 2025, tout actif confondu, le fonds a affiché un rendement de 5,7%. Euh, voilà, donc en type d'actifs, ce qui rapporte le plus, ce sont les actions, à hauteur de 6,7%, et également les infrastructures renouvelables dont on a parlé juste avant, à hauteur de 9,4%, mais qu'on peut mettre un peu de côté parce que leur participation au total du portefeuille du fonds est vraiment très, très minoritaire. On l'a vu dans la slide précédente, le poids des infrastructures est de 0,4% dans la part totale, en fait, le total des classes d'actifs. Donc ici, vous voyez la proportion, justement, on en parlait des actions, notamment dans le portefeuille, donc les 71,4% de parts d'actions dans le portefeuille total.
Donc c'est vraiment important, hein, d'avoir ça en tête. Le fonds gérait environ 801 milliards de dollars dans les actions américaines. Donc c'est à peu près plus de 1700, 1705, 1707 lignes de titres différentes. Donc là, on est vraiment sur un portefeuille majoritaire actions. Et donc, quelles actions? C'est ça qui va nous intéresser. Là, on voit ici les 5 plus gros titres qui représentent 24% du portefeuille d'actions du fonds. Donc, vous avez Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon et Meta. Donc, sans surprise, hein, les 5 fantastiques américains. Et en sachant que, alors ce qui est intéressant également, ce sont les critères de choix de la Norvège, donc ils sont très très exposés à la tech, principalement américaine comme on le voit là, mais ils ont aussi une part très importante dans le CAC 40, hein, ils ont investi dans le luxe, etc. En revanche, ce dans quoi ils refusent d'investir, c'est tout ce qui est défense. Donc ils ont retiré leurs investissements chez, par exemple, Dassault, dans la division défense de Airbus, parce qu'il y a des sujets d'armement dans lesquels ils ne veulent pas prendre part. Faut savoir que ce fonds est encadré par une structure de gouvernance assez stricte, hein, la loi de 1990, le Parlement, le ministère des Finances qui fixe les grandes lignes d'investissement, et puis la banque norvégienne, hein, d'investissement qui exécute la gestion opérationnelle. Et il y a aussi un conseil d'éthique indépendant qui va évaluer les entreprises suivant des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères liés aux droits humains, etc. Et qui peut faire des recommandations d'exclusion, par exemple. Euh, donc voilà, c'est pas forcément une recherche de rendement pur, c'est également des critères ESG, hein, comme on les appelle nous, qui entrent en ligne de compte. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi faire à côté une analyse d'un portefeuille peut-être moins guidé, voire pas du tout, hein, guidé par ces critères-là. Je pense notamment à un portefeuille chinois ou un portefeuille Émirats Arabes Unis. Parce que là, je pense que c'est peut-être moins la préoccupation. Et donc enfin, quelles sont les leçons que nous, en tant investisseurs individuels, on pourrait tirer de ce modèle de gestion? Alors moi, j'en ai relevé 4. Le premier, c'est la nécessité de diversifier ses investissements géographiquement et sectoriellement. Le second, c'est de rechercher un équilibre dans la répartition d'actifs. On a vu là, il y a des actions, des obligations, de l'immobilier, de l'énergie, même si l'écrasante majorité du fonds est constituée d'actions. C'est le cas d'ailleurs pour mon portefeuille également, mais ça me semble intéressant effectivement de mettre un petit peu également dans l'immobilier, d'essayer de ne pas s'exposer non plus à 100% au secteur de la tech, et peut-être de rechercher 2-3 autres secteurs porteurs dans lesquels on a envie de contribuer et qui ont des perspectives d'avenir intéressantes. L'énergie, par exemple. Troisièmement, l'orientation de long terme. Donc là, c'est maintenir une stratégie malgré les fluctuations, parce que si on reprend cette slide-ci, bon, on voit quand même que il y a eu pas mal d'évolution. Vous voyez, entre 2014-2016, on peut se dire qu'il y a une relative stagnation du fait de la baisse des prix du pétrole. Il y a eu une chute assez brutale des prix du pétrole à partir de mi-2014. Donc même si le fonds est investi à l'étranger, il reste quand même très dépendant des excédents pétroliers pour sa capitalisation. Donc on voit que là, c'est vraiment un facteur qui a joué. 2015-2016, on peut se dire qu'il y a eu également une assez forte volatilité des marchés actions mondiaux. En 2015, il y a eu une chute des marchés émergents. Il y a eu une crise boursière en Chine et l'indice MSCI World a fortement corrigé. Et puis en 2016, il y avait pas mal d'incertitudes liées au Brexit en Europe. Le référendum britannique avait lieu à ce moment-là. Et donc ça a impacté quand même, hein, les actions européennes assez négativement. Actions européennes qui représentent quand même une part importante du portefeuille du fonds. Et puis, bon voilà, je pense que si on fait également la suite 2018-2020, là vous voyez 2018, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, une correction boursière mondiale assez forte au 4e trimestre, donc ça a engendré finalement un recul, le retrait qu'on voit ici entre
les 8 488 milliards de couronnes et les 8 256 milliards de couronnes. Et puis 2020, la crise du Covid-19, avec un effondrement temporaire des marchés financiers en mars 2020, et ce, même si le fonds a pu rebondir en fin d'année. Mais donc on voit quand même que le fonds reste assez dépendant des fluctuations mondiales. C'est un fonds qui a investi à plus de 95% à l'étranger, c'est énorme. Et donc voilà, c'est une volatilité boursière mondiale avec aussi des effets de change qui ne peuvent que impacter ce type de fonds. Voilà, donc c'est un fonds souverain qui nous montre que finalement on peut conjuguer performance et responsabilité pour ceux qui sont intéressés sur ce volet-là, en conservant cette orientation long terme, cet équilibre dans la répartition des actifs et cet objectif de diversification pour ne pas être exposé à un seul secteur, ce qui pourrait être dangereux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses.